Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à la présentation du dispositif IP-Box, dispositif qui s'inscrit comme la dernière brique du cercle vertueux des dispositifs publics de soutien à l'innovation. C'est un régime fiscal en faveur qui vise à baisser le taux d'IS de 10% pour les revenus issus des actifs de propriété intellectuelle. Nous organisons ce webinaire avec notre partenaire Layton, cabinet d'accompagnement à l'innovation avec lequel nous sommes en partenariat depuis désormais 4 ans et qui propose notamment aux adhérents de Minalogic de bénéficier d'un audit flash pour les accompagner dans leur démarche à l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Sarah Edaya, consultante senior en IP-Box et également docteur en intelligence artificielle, qui va vous présenter la mécanique du dispositif, les actifs éligibles et les revenus concernés, un véritable décryptage de dispositif IP-Box. Sarah est accompagnée de Baptiste Barrère, responsable marketing, qui va en préambule vous présenter Layton d'une manière synthétique. Merci Sarah, beaucoup. Baptiste, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Nathalie et merci beaucoup à Minalogic de nous inviter pour cette session webinaire qu'on espère le plus ludique et synthétique possible. On va vous présenter ce webinaire de façon à vous former, vous initier au sujet qu'est l'IP-Box, sujet complexe qu'est l'IP-Box. Effectivement, comme Nathalie l'a indiqué, utilisez le chat pour poser vos questions. On va pouvoir ensuite y répondre en fin de séance. Donc au programme, on va voir plusieurs points. Rappel de qui sommes-nous depuis ces 4 années de partenariat avec Minalogic, on a pas mal évolué. Donc on va vous rappeler qui on est, qu'est-ce que le régime IP-Box, quels sont les actifs éligibles et tout un tas de réponses aux questions que souvent vous vous posez. Si par hasard il y a des questions qui n'auraient pas été abordées par Sarah pendant ce point 4, n'hésitez pas à nouveau à utiliser le chat pour en parler. Rappel de qui sommes-nous, Layton. Donc, en fait, on a voulu ici vous synthétiser l'ensemble de nos expertises à date. Donc, vous avez vu le petit pictogramme, vous êtes ici. Donc, on va parler aujourd'hui d'IP-Box. Mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années maintenant, on fait évoluer notre offre de service pour répondre à l'ensemble des enjeux de nos clients, pour leur permettre d'innover et gagner en compétitivité, mais aussi diminuer leur empreinte carbone, notamment via les bilans, les quotas carbone, la contribution carbone volontaire. Maîtriser leurs coûts énergétiques via les audits, les travaux d'économie d'énergie ou encore la fiscalité de l'énergie, par exemple. Et enfin, améliorer leur performance RH et fiscale, par exemple sur l'absentéisme ou les sujets autour de la formation. Donc, c'est tout un portefeuille de leviers, d'offres qu'on propose à nos clients pour leur permettre de progresser durablement et les accompagner, pas uniquement, par exemple, ici sur l'IP-Box, mais leur proposer tout un tas d'offres qui vont les aider à améliorer leur stratégie d'innovation. Mais aujourd'hui, on va effectivement se concentrer sur l'IP-Box. Notre engagement pour le progrès durable est très concret. On accélère l'efficience technologique, sociale et environnementale de nos clients, aussi en allant s'engager auprès des instances gouvernementales ou des instances décisionnaires, au-delà des pôles de compétitivité comme Minalogic. On est certifié fresque du climat, donc on peut chez vous mener des fresques du climat, pour ceux qui savent un petit peu de quoi il s'agit. On est certifié maintenant depuis 2 ans parmi les 5% des entreprises Gold EcoVadis. On cherche à aller vers le premium. Bien sûr, ISO 9001. On est membre du METI, membre du MEDEF, membre aussi du Conseil supérieur de l'énergie via le GPC2E. Bien sûr, partenaire de Minalogic, de BPI France, de l'ADEME. ADEME, on est aussi délégataire de certificats d'économie d'énergie. Et donc, on essaye avec ces instances-là publiques de faire avancer les choses pour vous offrir le maximum de bénéfices et vous faire avancer dans le bon sens vers votre stratégie d'innovation à impact et de décarbonation notamment. Enfin, quand vous travaillez avec Layton, vous avez un certain nombre de services additionnels, d'équipes complémentaires aux consultants qui pourraient réaliser une mission, par exemple, d'IP-Box. Un service LabEx, qui est un petit peu notre service de R&D, notre laboratoire d'excellence, qui va aller creuser des leviers, qui va aller vous aider à projeter votre stratégie d'innovation vers l'impact.
et vous permettre d'anticiper certains changements ou bouleversements sur vos marchés. On a une équipe de mise en réseau qui va essayer de vous trouver les bons partenaires parmi nos clients, parmi nos réseaux institutionnels aussi, dans 13 pays. On a toute une équipe juridique qui va vous aider à sécuriser votre stratégie d'innovation, notamment en cas de contrôle fiscal, par exemple. Et puis, on a une équipe voix du client qui s'occupe à chaque fin de mission de vous appeler ou de vous envoyer un email d'enquête de satisfaction pour vérifier que vous êtes satisfait. Et si c'est pas le cas, eh bien, on remonte ça aux équipes de consulting comme celle de Sarah pour essayer de corriger le tir au maximum. Et enfin, tout en bas, vous voyez en bandeau orange toute une équipe digitale qui vous propose des outils soit sur mesure, soit clé en main, notamment tout un outil autour de la gestion et le management du crédit d'impôt recherche, par exemple. Et puis, on a tout un portefeuille de formations. Donc là, on vous a mis quelques extraits des formations, notamment celui d'aujourd'hui sur la valorisation des brevets. Si vous êtes disponible demain à 11h, je fais un petit peu de publicité pour ce webinaire, mais vous pouvez vous inscrire encore en dernière minute au webinaire sur les nouveautés du guide CIR qui vient de paraître et ses compléments. Donc, on va aborder ça demain à 11h. Mais voilà, on a aussi des sujets autour de la maîtrise des coûts énergétiques, des déchets, des invendus, des sujets autour du carbone, par exemple, que vous pouvez regarder, télécharger et donc aussi vous initier à ces sujets-là qui peuvent être complémentaires au sujet de l'IP Box. J'arrête mon monologue et je te laisse la parole, Sarah. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, suite à ce que Nathalie a présenté, qui tu es et ce que tu fais chez Layton autour de l'IP Box? Bien sûr, merci Baptiste. Donc bonjour à toutes et tous, merci d'être présents à notre webinaire. Alors je suis, comme Nathalie l'a dit, Sarah Hedayat, consultante en financement d'innovation chez Layton. Il faut savoir que depuis la mise à jour du dispositif IP Box en 2019, j'ai accompagné plus de 50 entreprises afin de leur faire bénéficier de ce dispositif. Et en parallèle, j'étais chargée aussi d'accompagner les entreprises dans le financement de leurs projets R&D et innovants via les leviers d'aide régionale, nationale et européenne. J'ai également acquis une expertise dans le domaine de l'IA et la microélectronique dans le cadre de ma thèse où j'ai pu travailler avec plusieurs chercheurs nationaux et internationaux sur la conception d'un neurone microélectronique qui a abouti à un dépôt de brevet et une spin-off. Donc, quelqu'un de plus ou moins capé sur le sujet. À peu près, ouais. Alors, on va vous proposer d'abord de voir quels sont les objectifs de l'IP Box. Je crois qu'il y a 2 ou 3 objectifs principaux. Tout à fait. Le premier étant d'empêcher le dumping fiscal en matière de propriété intellectuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, exactement. En fait, le premier objectif de l'IP Box, c'est, comme ça marqué, empêcher le dumping fiscal en matière de pays et en fait réserver l'avantage fiscal aux entreprises qui ont réellement internalisé la R&D. Et d'ailleurs, ça peut se quantifier avec le Nexus qu'ils ont mis en place spécifiquement pour cela. Et donc c'est un des premiers objectifs de l'IP Box à ce sujet-là. Donc le deuxième objectif qui est présenté donc dans la slide suivante, c'est faire bénéficier à la France des externalités positives de l'API rentable. Donc on a 3 points. Donc déjà inciter les entreprises françaises à garder leur propriété intellectuelle en France, afin que le pays puisse bénéficier bien sûr des retombées économiques positives comme l'emploi, l'impôt. Le deuxième point, il faut savoir que l'IP Box est cumulable avec le CIR, C2I, GUI et des SUB. Et donc, en fait, c'est un dispositif qui constitue la dernière brique du cercle vertueux. On le verra dans les autres slides. Comment il vient s'imbriquer avec les autres dispositifs. Et troisième point, il faut savoir que la philosophie en fait de l'IP Box, il est complémentaire au CIR. Le CIR, en fait, pour rappel, pour ceux qui connaissent, il soutient tous les projets R&D, qu'ils soient rentables ou pas. Sauf que l'IP Box valorise uniquement les actifs rentables faisant encore l'objet de la R&D. Bien sûr, on peut déposer l'IP Box pour des actifs qui sont pas rentables, mais il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, dans ce sens-là, ils sont complémentaires. Et c'est le deuxième objectif de l'IP Box à notre sens. Et donc, ça permet aussi à la France de rayonner au niveau international. Exactement, et garder surtout sa propriété intellectuelle en France avec un taux qui est de 10% et de pas aller externaliser sa propriété intellectuelle ou embaucher des personnes à l'étranger parce que le coût est moins cher.
Alors, en synthèse d'introduction, 3 points à retenir, le taux réduit de 10%, le fait que ça concerne uniquement certains revenus de PI, et puis que ça s'applique de manière extra-comptable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors, comme effectivement ça indiqué, vraiment schématiquement, hein, le taux de 10% vient s'appliquer sur le résultat net IP-Box qui est calculé comment? C'est issu des revenus de cession ou concession ou sous-concession de l'actif éligible, net des dépenses de développement exposées sur l'exercice. Une fois qu'on a calculé ça, bon, on applique le ratio Nexus qui sera présenté plus tard, mais c'est en tout cas ce résultat net-là est rattaché à certains actifs de propriété intellectuelle. On voit bien que vraiment c'est l'actif de propriété intellectuelle qui est mis en avant. On a 4 types de pays, donc c'est les brevets, ou les certificats d'obtention végétale, ou les logiciels protégés par le droit d'auteur, et le 4e, c'est le procédé de fabrication industrielle. Et alors la partie où le résultat net IP-Box vient extra-comptablement se déduire de résultat fiscal imposable, c'est la partie un peu fiscale et d'impôt, mais en fait, schématiquement et simplement, on fait passer le résultat fiscal à 10% en fonction du montant du résultat net IP-Box. Mais on vous le décrira plus loin dans les slides suivantes. Maintenant qu'on a dégrossi un peu le sujet, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui concrètement peut être éligible parmi nos auditeurs, au-delà des quelques confrères qui sont avec nous aujourd'hui? Quels sont les types d'entreprises qui peuvent prétendre à ce dispositif? Alors, il y a 3 types d'entreprises. Il y a les entreprises soumises à l'IS. Les deuxièmes, c'est l'entreprise relevant de l'IRPP, soumise à un régime réel d'imposition, et ou les sociétés de personnes assimilées, qui pourraient être éligibles déjà en premier lieu, on va dire. À nouveau, si sur, par exemple, ce slide-là, vous avez des questions pour savoir si vous vous retrouvez ou pas là-dedans, posez-les dans le chat, on verra ça juste à la fin du webinaire. Les 3 grosses caractéristiques de l'IP-Box, est-ce que tu peux nous les décrire? Alors, les trois caractéristiques. Le premier, c'est un dispositif déclaratif. C'est-à-dire que chaque exercice, il faut déposer une CERFA, il faut faire les calculs et déposer la CERFA, et il faut aussi tenir à la disposition de l'administration fiscale un dossier justificatif. Donc, il faut le faire tous les exercices, chaque exercice. Le deuxième caractéristique de l'IP-Box, c'est en fait que ça doit s'inscrire de façon pérenne dans la stratégie de l'entreprise. Une fois qu'on lève l'option sur un actif, il faut que tous les exercices, on continue à lever l'option. À défaut de faire ça, on perd l'actif. Donc, en fait, c'est une incitation à garder cette stratégie pérennement dans l'entreprise. Après, il peut, voilà, pour des raisons ou d'autres, on peut aussi ne pas lever l'option et arrêter de lever l'option. En tout cas, voilà, c'est un long terme, c'est un sujet à long terme. La troisième caractéristique, c'est aussi l'impact fiscal qui est modulable. C'est-à-dire que tous les exercices, en fonction du résultat IP-Box, on peut avoir des choix de gestion à faire et tous les ans, on peut les modifier. Donc, c'est la troisième caractéristique de l'IP-Box. Posez vos questions dans le chat si c'est pas clair sur cette partie-là. On a vu qui est éligible, mais maintenant, quels sont les revenus qui sont concernés? Alors, il y a une idée de cession, concession et sous-concession. Est-ce que tu peux nous vulgariser un peu ce point-là? Alors, les revenus issus de la cession, c'est qu'on peut prendre un exemple, c'est on vend le logiciel ou l'actif et en one shot et c'est fini. Donc, c'est des revenus issus de cession. Donc, et en fait, donc il faut répondre à 2 critères. Hein. Il ne faut pas avoir de lien de dépendance entre le cédant et l'acquéreur pour que le cédant puisse bénéficier de l'IP-Box, et il faut détenir l'actif depuis au moins 2 ans pour prendre ces revenus comme les revenus IP-Box éligibles. La partie concession, donc c'est en fait de donner le droit d'utilisation d'une façon au sens large ou partiel. C'est souvent quand on va prendre le logiciel et on va payer un abonnement. Donc ça, c'est dans ce cas de figure-là. Donc entre une entreprise et l'utilisateur. Et le cas de sous-concession, c'est entre une entreprise et une autre entreprise ou quelqu'un d'autre, où il va donner le droit de utiliser et de vendre son logiciel. Donc en fait, on a une entreprise A, une entreprise B et l'utilisateur. Et l'entreprise A donne le droit à l'entreprise B de vendre sa solution. Et donc, c'est des revenus de sous-concession qui vont être dans cette partie-là. Toujours lié à l'actif de propriété intellectuelle, bien sûr. Ok.
François, on a bien vu votre question, on y répondra juste à la fin sur les 3 choix à faire. Donc on a vu qui est éligible, mais maintenant quels sont les actifs concrètement que je peux déclarer, qu'est-ce qui est éligible dans la fourchette déclarative Alors de IP Box. effectivement, comme on a dit, il y a 4 actifs de propriété intellectuelle. Pour les brevets, bon, il faut bien sûr répondre à des critères. Pour les brevets, donc ça doit être des brevets en cours de validité ou de dépôt. Ça peut inclure les certificats d'utilité ou certificats complémentaires. Et sur les logiciels, on a déjà une définition qui est dans le BOFIP qui parle d'ensemble cohérent de programmes, instructions ou règles permettant de faire fonctionner un ensemble pour le traitement d'informations. C'est définition de logiciel par le BOFIP. Et après, on a dans le cadre des logiciels, on a plusieurs typologies de logiciels. Ça peut être commercialisé sous SaaS, en licence pure, en licence et maintenance. Et bien sûr, le logiciel doit être protégé par le droit d'auteur. On rentrera dans cette précision-là dans le slide après. Mais le droit d'auteur, en fait, il est différent des critères d'éligibilité au CIR et répond donc à une définition jurisprudentielle. Alors, sur le procédé de fabrication industrielle, donc ça doit être issu de travaux R&D. Le procédé de fabrication doit être un accessoire indispensable du brevet associé. Et en fait, la commercialisation du procédé de fabrication et le brevet, ça doit être donc, on va dire, dans un contrat unique, incluant à la fois le procédé et le brevet. Voilà les conditions pour lesquelles le procédé de fabrication industrielle peut être aussi éligible. Et on a en dernier le certificat d'obtention végétale, donc c'est le certificat qui doit être en cours de validité. Ok. Donc, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui peuvent prétendre à ce sujet, pas uniquement le digital. Non, tout à fait. Je pense que nos confrères qui sont ici présents et les autres inscrits se posent cette question, mais c'est quoi un logiciel protégé par droit d'auteur? Alors, la définition déjà du logiciel, donc on l'a rappelé dans la slide d'avant. Le typologie aussi, on l'a vu, ça peut être de logiciel en SaaS, en vente, commercialisation, en premise, peu importe. En fait, comment démontrer l'originalité, c'est une grande question. Et en fait, il faut se baser sur la jurisprudence. Donc, en fait, c'est une définition d'originalité qui est basée sur la jurisprudence. Et quand on regarde la jurisprudence, il y a 3 points qui reviennent souvent, tout le temps. Le premier point, c'est il faut montrer l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans le logiciel. Il faut également montrer la marque de l'apport intellectuel de l'auteur et aussi démontrer une notion de liberté, un libre arbitre dans la création du logiciel. Donc, c'est une définition, encore une fois, distincte de critères d'éligibilité du CIR. Ça peut être complémentaire, mais ça reste quand même distinct. Nous, notre approche, en fait, est basée sur 2 points. Donc, on fait une analyse technique du logiciel et on le complémente avec une méthodologie juridique qui a été mise en place par nos avocats partenaires pour démontrer l'originalité du logiciel. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce point qui est un peu pointu? N'hésitez pas à nouveau à faire comme François, poser votre question et on y répondra juste après ou en privé si vous préférez. Ok, donc ce logiciel protégé par droit d'auteur, on a compris la définition, on a compris quel secteur, quelle typologie était éligible. Et maintenant, on va voir les modalités concrètement, comment ça se calcule, quels sont les 4 piliers du calcul de l'IP Box. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a 3 grands points à valoriser, identifier. Donc, la première partie, c'est les revenus liés à l'actif éligible. Donc, pour les revenus, donc dans cette slide, on voit, il y a 4 critères à vérifier et à identifier. Donc, le premier point, c'est les revenus sur l'exercice. Donc, c'est acquis au cours de l'exercice. Ça doit être tiré de l'actif éligible et ça doit se rattacher, bien évidemment, directement à l'actif. Le deuxième point, c'est que en fait, on a une liberté de méthode de valorisation des revenus. Cette liberté-là, elle nécessite quand même de se baser sur des éléments factuels. Et il faut qu'on puisse justifier aussi notre méthode de valorisation des revenus, qui d'ailleurs interviennent plus souvent dans les cas particuliers des produits mixtes.
c'est le point 3. Ou quand on a des produits mixtes, c'est-à-dire qu'on a plusieurs services qui couvrent une seule facture ou une seule typologie de revenus, il est nécessaire de mettre une clé de répartition des revenus pour en fait prendre vraiment la part éligible des revenus dans le calcul. Et le quatrième point, qui est l'essentiel quand même, c'est effectivement, il faut toujours analyser les contrats de cession ou concession pour valider l'éligibilité des revenus quand même. D'accord. À nouveau, ce point-là qui est peut-être un peu complexe, on pourra revenir vers vous de manière personnalisée pour essayer de dégrossir le sujet avec vous selon votre typologie d'entreprise ou de business model. Il y a 6 dépenses à considérer. Est-ce que tu peux nous les présenter? Donc, une fois qu'on a identifié et valorisé le revenu, il faut identifier et valoriser les dépenses. Donc, comme c'est indiqué, c'est des dépenses qui sont uniquement en lien direct avec la création, le développement et l'acquisition de l'actif éligible. Il y a 6 postes de dépenses. Donc, c'est les dépenses liées au personnel de recherche, développement R&D, les dépenses d'externalisation de R&D, toutes les dépenses qui sont en lien avec l'acquisition de matériel, de fournitures, comme les PC ou d'autres logiciels utilisés dans ce cadre, de la création de l'actif. Le quatrième point, c'est tous les dépenses liées à l'acquisition de l'actif incorporel. Le cinquième, c'est l'ensemble des dépenses liées à la prise et la maintenance du titre de propriété intellectuelle. Et la sixième poste de dépense est les dépenses de redevance de concession d'actifs éligibles qu'il faut aussi prendre en compte dans certains cas particuliers. Là, on va rentrer au climax du sujet de l'IP Box, le ratio Nexus. Comment ça se calcule? Accrochez-vous, là c'est peut-être le moment le plus complexe du webinaire. Alors le ratio Nexus, pour ceux qui connaissent pas, en fait, elle représente le niveau de valeur ajoutée de l'entreprise dans le développement de sa propriété intellectuelle. J'aime bien utiliser cet exemple qui dit qu'en fait, si l'ensemble des dépenses et de développement de l'actif de propriété intellectuelle a été réalisé en interne par l'entreprise, votre ratio Nexus, elle serait à 100%. Plus il y a d'achat de briques intégrées dans ces actifs-là, plus le ratio Nexus, elle va baisser. D'ailleurs, on le voit avec la formule qui est marquée sur la slide. Donc, c'est un ratio qui se calcule en mettant donc les dépenses directes au numérateur. On exclut les dépenses donc d'externalisation en lien de dépendance et les dépenses en lien avec achat de briques technologiques qui sont intégrées dans le pays du numérateur, et dans le dénominateur, on voit qu'on met la totalité des dépenses. Donc, ce ratio-là, alors ce calcul, en fonction de l'ouverture de l'exercice fiscal, elle est un peu différente et elle remonte sur différentes années. Et on peut dire que, bon, à partir de 2021, elle est calculée par... de toute façon, elle est toujours calculée par exercice, mais à partir de 2021, elle peut être calculée par actif éligible. Ce qui n'était pas le cas en 2019, donc l'exercice ouvert en 2019 et 2020, où on avait 2 choix pour calculer le Nexus. On pouvait ou remonter à l'origine de développement de l'actif, ou il fallait repartir à partir de 2019, mais en prenant en compte l'ensemble des actifs éligibles exploités. Donc voilà, donc ce Nexus, il est un peu... c'est la dernière brique, hein, la troisième partie qui permet donc de calculer le résultat net IP Box. Donc revenu moins dépenses et fois le Nexus. Monsieur ou Madame Chamalet, on a bien aussi vu votre question, on y répondra juste après. Ce slide-là, si vous avez une interrogation, n'hésitez pas à nouveau. Sur le suivant, on va voir concrètement le cycle de vie d'un actif et notamment les trois formules du cycle de vie d'un actif, du développement jusqu'au déclin.
Effectivement, il y a 3 temps, on peut constater 3 temps de vie. Tout au début, il y a le développement initial de l'actif de propriété intellectuelle, qui est d'ailleurs soutenu par les dispositifs CIR, C2I, GEI, même les aides des subventions, qui viennent aider les entreprises donc dans cette première partie de développement initial. On a la partie 2, qui est donc le déploiement de l'actif et où en fait l'actif commence à avoir ses débuts, on va dire, d'activité économique et d'ailleurs il va devenir tout doucement, on va dire, au fil du temps, mature économiquement avec des revenus. Et la troisième partie, c'est, on va dire, la fin de vie de l'actif. En fonction des actifs, c'est plus, on va dire, pertinent pour les logiciels. Des fois, le logiciel, après une dizaine, vingtaine d'années, donc ils arrivent en leur fin de vie. Et donc, les revenus issus de ces logiciels baissent. Voilà, donc c'est la partie déclin. Ce qu'il faut constater, c'est que la première partie est donc soutenue par le CIR-C2I et des subventions, et à partir de le deuxième et troisième temps, c'est vraiment le moment propice pour lever l'option du régime IP Box. On peut le faire avant, mais ça n'a pas d'intérêt. Par contre, le calcul de Nexus, comme vous le voyez, ça remonte normalement depuis l'origine. Sauf des cas particuliers, comme je vous ai dit, sur les ouvertures 2019-2020, où on peut utiliser une mesure dérogatoire pour le calcul de Nexus. Voilà. Monsieur, Madame Piglisi, on a aussi bien vu votre question, on y répondra juste après. Alors, un espèce de cas concret, si le résultat de l'IP Box est par exemple inférieur au résultat fiscal imposable au taux normal, comment on peut Alors là, ouais, effectivement, on rentre dans la question qui était posée, les choix de gestion. Donc là, on va rentrer vraiment dans le détail. Donc ce cas-là, on l'appelle cas général. C'est quand le résultat IP Box est inférieur au résultat fiscal imposable. Et en fait, vraiment pour le présenter simplement, c'est que le résultat IP Box fera passer donc la part de résultat fiscal qui est résultat IP Box à 10%. Donc on ne va pas enlever la partie résultat IP Box et le faire passer à 10%. Et le reste du résultat fiscal, donc le reliquat, sera imposé au taux normal. Donc on a un exemple dans la slide suivante qui sera peut-être plus clair. Voilà. Alors effectivement, exemple concret. Alors, donc, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui a un résultat fiscal imposable de 3 millions d'euros. Sans IP Box, il devrait donc payer 795 000 euros. Avec l'IP Box et avec un résultat IP Box de 2 millions d'euros, ce qui se passe, c'est que sur les 2 millions d'euros, il payera que 10%, donc 200 000 euros d'impôt. Et sur le reliquat de 3 millions moins 2 millions d'euros, donc 1 million d'euros, il paiera au taux normal, donc 265 000 euros. Donc au final, il paiera 465 000 euros d'IS au lieu de 795, qui est donc, ça fait une économie de 300 000 euros. Ce qui n'est pas négligeable. Absolument pas. Il y a 3 choix possibles si le résultat IP Box est supérieur au résultat fiscal imposable. Tout à fait. Alors, donc là, on rentre vraiment dans le cadre de choix de gestion. Et donc, le premier choix, on l'appelle compensation du résultat IP Box ou de résultat fiscal. C'est-à-dire que le résultat IP Box, donc la part du résultat IP Box qui est supérieure au résultat fiscal, vient compenser le déficit qui va être créé par l'application du résultat IP Box. Pour le dire simplement, en fait, c'est que on prendra la totalité du résultat fiscal passera à 10% et il n'y aura pas de création de déficit. Donc ça, c'est le cas où on va compenser le résultat IP Box. C'est le premier choix. Les entreprises peuvent faire ce choix-là. Ils ont aussi un autre choix. Le deuxième choix, ça s'appelle le non-compensation du résultat IP Box et du résultat fiscal. Dans ce cas-là, donc ce qui se passe, c'est que la totalité en fait du résultat IP Box, il est imposé à 10%. Le résultat IP Box, donc il est supérieur au résultat fiscal et donc il va venir se déduire extra-comptablement du résultat fiscal et va générer un déficit sur l'exercice. Et ce déficit-là peut s'utiliser de 2 façons. Ou on peut faire des reports en avant et l'utiliser pour l'exercice à venir, ou il est possible dans certains cas de faire des reports en arrière.
Bien sûr, cette partie-là est gérée par nos avocats fiscalistes qui, voilà, tout en mesure d'estimer l'éligibilité de ces reports en arrière, reports en avant, parce que voilà, il y a des cas particuliers à remplir. Et le troisième choix de gestion, donc, c'est l'entreprise peut en fait faire un mix du choix 1 ou 2, c'est-à-dire de se dire, bon, je vais créer du déficit, mais pas à la hauteur de mon résultat, de mon reliquat, de résultat Epibox, mon résultat fiscal. Je vais faire un mix des deux et je prendrai une partie de mon résultat Epibox pour faire du déficit. Et j'irai pas plus loin que ça. Donc, il y a un exemple par la suite, on pourra voir rapidement comment ça se... Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ces deux notions bien distinctes et les exemples qui vont avec? Justement là, sur l'exemple dont tu parlais, voilà une projection sur un résultat fiscal avec compensation. Donc voilà, dans ce cas-là, donc on rappelle, ça arrive dans les cas où le résultat Epibox, comme vous voyez là, 5 millions d'euros, est plus élevé que le résultat fiscal imposable de 3 millions. Donc le premier choix de l'entreprise, c'est de dire je vais faire de la compensation. Ça veut dire que je vais prendre juste les 3 millions d'euros dans le résultat Epibox, j'utiliserai que 3 millions d'euros pour faire passer donc mon résultat fiscal de 3 millions d'euros à 10%. Et donc, je paierai 300 000 euros uniquement et je ne crée pas de déficit. Les 2 millions d'euros qui restent du résultat Epibox, je ne l'utilise pas et je ne crée pas de déficit. Dans les choix 2 et 3, il est possible d'utiliser ces 2 millions d'euros en payant bien sûr un impôt dessus pour créer des déficits. Alors, qui pourra, comme on a dit, utiliser pour l'avenir ou revenir en arrière. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Pas encore. Là, je pense que ça va intéresser tout le monde, et notamment nos confrères ici présents. Je crois qu'on l'avait passé. Ouais, quelles sont nos méthodes concrètement? Comment, chez Layton, on traite l'IP-Box? Alors, chez Layton, en fait, on a 8 étapes. Donc, la première étape, c'est donc de structurer en fait la mission. Donc cette partie-là, on identifie donc les personnes, les interlocuteurs clés de la mission. On essaie d'identifier le périmètre d'éligibilité de l'IP-Box parce que bon, des fois dans des groupes, il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs actifs qui sont rattachés à d'autres entreprises. Donc voilà. Donc identifier le périmètre de la mission, identifier aussi les déclarations qui souhaiteront poser. Hein, on peut faire des rectificatives, hein, il faut le savoir. Le deuxième point, donc une fois qu'on a identifié et structuré, on va dire, la mission, on part sur l'éligibilité, donc l'audit d'éligibilité sur les actifs de pays de l'entreprise. Une fois que ça c'est fait, donc identification des actifs qui sont éligibles au dispositif, on passe à l'étape 3 qui est la valorisation. Qui est donc, comme on a montré, hein, le calcul du revenu, du dépense et des nexus, et le calcul donc final de résultat net IP-Box par actif éligible. Alors, à partir du point 4, 5, 6 et 8, on est accompagné par Layton Legal, qui sont donc notre cabinet d'avocats partenaires, pour donner les meilleurs conseils à nos clients et nos entreprises. Donc, sur la partie 4, c'est l'arbitrage du go-no-go pour les enjeux de l'IP-Box. Sur le 5e point, donc c'est la déclaration de choix de gestion. Donc, s'il y a des choix de gestion à faire, c'est nos avocats partenaires qui s'en chargent pour expliquer ça à nos clients. Et la 6e partie, donc c'est la déclaration. Comme on le disait, il faut déclarer tout le temps par l'exercice l'IP-Box. Et la 7e partie, bon, c'est la rédaction du dossier justificatif. Et en finale, donc il y a un suivi de l'entreprise en cas de contrôle ou bon pour les autres missions et donc voilà les aider pour l'avenir. Et il y a une question que je m'auto-pose. Oui. L'éligibilité, elle est bien rétroactive? On peut remonter à quelques années précédant l'exercice fiscal en cours ou pas juste le dernier ou pas? Alors, il est mieux de regarder exercice par exercice parce que l'actif peut évoluer en fait entre temps. Mais c'est un sujet qui est
qu'il y a deux cas d'école. Il y a certains qui effectivement partent sur le fait que l'éligibilité en fait elle est rétroactive. Il n'y a pas de, mais en fait on remonte quand même à la création de l'actif. Quand on fait l'éligibilité, on remonte quand même à la création de l'actif pour voir quels étaient les choix mis en place aussi pour en fait justifier l'éligibilité. Ok, mais c'est-à-dire à la création d'actifs, on peut remonter quelques années. On demande d'avoir des informations sur comment l'actif a été créé au départ. Et en fait, il faut savoir que dans le BOFIP, ce qui est indiqué, c'est que si l'actif, c'est une succession des versions 1, 2, 3, 4, oui, elle est rétroactive. L'éligibilité, elle est rétroactive. Donc, c'est pas nécessaire de revenir chaque exercice en arrière. C'est important à noter aussi, parce que fiscalement, ça peut aussi être très bénéfique. Vous l'avez vu en introduction, on a plusieurs services additionnels liés à la mission IPbox, par exemple. Un service R&D, un service voix du client, vous allez voir un témoignage à la fin, un service mise en relation avec notre réseau et un service digital, mais aussi ce fameux service juridique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avec ce slide ? Oui, alors on a mis en place, en fait c'est un de nos critères aussi effectivement, une tripartite avec notre cabinet Layton Legal, qui sont des avocats partenaires, pour chacune de nos missions et d'entreprises qu'on accompagne. Donc comme ça en fait on peut combiner à la fois l'expertise scientifique et on va dire financière des consultants qui travaillent sur le sujet, sur la mission, et avec une expertise juridique et droit fiscal, on va dire, d'avocat de fiscaliste. Donc sur les 3 points qui sont importants, en fait, donc Layton Legal, elle intervient sur l'encadrement juridique et fiscal des missions via l'envoi de notes, de conseils, de consultations juridiques. Ils peuvent également intervenir sur toute problématique juridique ou fiscale liée à l'entreprise. Il y a également donc l'accompagnement, comme on l'a dit, sur les choix de gestion. Quand le résultat IPbox il est supérieur au résultat fiscal, ou en fait Layton Legal établit des tableaux de chiffrage synthétisés pour montrer les choix qui s'offrent aux entreprises. Il y a une réunion qui est donc mise en place avec nos avocats fiscalistes pour qu'ils expliquent bien les choix de gestion aux clients. Et également, donc il y a une assistance lors du dépôt des liasses fiscales avec nos avocats fiscalistes. Et par la suite, bien sûr, les avocats fiscalistes, donc notre cabinet partenaire, rédige aussi les demandes, donc tout ce qui est contentieuse, les demandes de régularisation pour les rectifs, les demandes de rescrit, et en cas de contrôle, ils peuvent aussi donc accompagner nos clients pour répondre aux demandes de l'administration fiscale. Sachant que l'accompagnement au contentieux est relativement resserré avec Layton, puisque les missions sont carrées, ce qui fait que... ils sont en fait tripartites dans le contrat, donc en fait c'est une partie, voilà, ils sont vraiment dans la mission avec nous et avec pour les entreprises. Donc effectivement. Vous l'avez compris, là, pendant ces 40 premières minutes, c'est relativement complexe et ça nécessite un certain niveau d'expertise, d'où l'intérêt de le déléguer à des cabinets comme les nôtres. Quelle est notre valeur ajoutée, la nôtre chez Layton, mais aussi celle potentiellement de certains confrères ici présents? Alors effectivement, donc on a présenté 3 points. La première, je dirais effectivement, c'est l'expertise qu'on a acquérie, et c'est une expertise forte en fait, qui est éprouvée par plus de 400 missions menées à notre, on va dire, par nous. D'ailleurs, en fait, on a aussi une équipe qui est dimensionnée aussi au niveau de... donc, on a 16 experts et pour assumer à la fois le volume et la proactivité, puisque les deadlines des dépôts de SAFA, elles sont connues et il faut pas rater ces deadlines-là. Et effectivement, on est adapté aux attentes de l'administration fiscale, c'est-à-dire qu'en fait, on connaît, vu la mission qu'on a menée et le nombre de missions qu'on a menées, on connaît les attentes de l'administration fiscale et du coup, on propose en fait un accompagnement adapté dans ce sens-là. La deuxième partie, c'est que en fait, on permet de faire gagner du temps à nos clients, entreprises et tout. En fait, la mission à 90%,
par exercice, elle est gérée par nous-mêmes. Après, comment on fait ça? On capitalise aussi sur le temps via l'émission CIR. Hein. S'il y a des données qu'on peut récupérer, on récupérera, bien sûr avec l'accord de l'entreprise, sur l'émission CIR. Donc, voilà, on a une process qui est bien claire et carrée sur l'identification des interlocuteurs et comment on avance sur la mission pour être le plus agile possible. Et la troisième partie, bien sûr, donc c'est l'aspect sécurisation de nos missions, où on a ajouté expressément une ligne dans le contrat qui permet au client d'avoir son go no go, même jusqu'au chiffrage à l'euro près. Donc jusqu'à l'étape de 3-4, qui est quand même une étape assez avancée, c'est la moitié de la mission. Donc, bon, bien sûr, le contrat tripartite avec Layton Legal permet de sécuriser la partie juridique. Et il y a la garantie Layton qui est présente au cas de contrôle et qu'il faut rembourser un prorata de l'honoraire pour certaines raisons, mais qui n'est pas arrivé, on va dire, à date. Donc, à nouveau, la valeur ajoutée, c'est des experts, docteurs, experts du secteur d'activité. On a plus de 17 familles d'experts sur des filières très précises pour nos clients. On a un portefeuille aussi de clients sur ces familles-là de secteur d'activité. Donc, on parle le même langage que vous, plus ces experts fiscalistes et ces experts juridiques, ce qui fait que une mission IPbox est relativement simple en tant que client à vivre. Parce que voilà, on est extrêmement bien accompagné. Et valeur ajoutée aussi qu'on a vu au début, qu'on remettra peut-être en slide de conclusion, c'est tout un tas d'offres complémentaires qui peuvent compléter la mission IPbox, puisque vous l'avez vu, c'est complémentaire au crédit d'impôt recherche, aux aides et aux subventions, mais ça peut aussi être complémentaire à des offres autour de votre stratégie bas carbone ou votre stratégie d'efficience énergétique. Et ça, c'est relativement important à noter, et c'est peut-être aussi ce qui fait une des grosses différences avec d'autres acteurs de ce marché du conseil en IPbox. On finit par ce témoignage et après on va passer aux questions-réponses. On trouvait ce témoignage assez éloquent, en tout cas cet extrait de témoignage que bientôt vous verrez sur notre site internet dans la partie ressources témoignages. Ça synthétise, je trouve, parce que vous en pensez, mais tout ce qui vient d'être dit, en fait, c'est un levier qui permet d'être reconnaître à sa juste valeur de la PI, propriété intellectuelle, sur des projets de R&D qui n'étaient pas jusque-là valorisés ou mal valorisés, notamment par l'administration fiscale. C'est aussi un dispositif très compliqué qui, quand on a la tête dans le guidon en tant qu'entreprise, qu'en tant que direction financière, est quelque chose qui est relativement lourd administrativement et complexe à appréhender. On peut vite faire des erreurs et mal déclarer ou de façon maladroite et donc du coup en subir les conséquences. Et donc l'idée c'est aussi d'être bien accompagné sur le sujet. Quand on déclare du CIR, du C2I ou d'autres dispositifs, bien c'est souvent complémentaire ou l'inverse est aussi réciproque comme dirait l'autre. Et donc ça paraît aussi assez logique de déléguer ça à des experts du sujet. Et voilà, c'est un dispositif très avantageux qui permet, voilà, comme le CIR ou le C2I, ce qui est marqué en orange en bas, de faire avancer concrètement des projets de R&D. Il ne faut pas le voir de manière que opportuniste et financière, il faut le voir aussi comme un sujet qui permet de faire avancer le progrès durablement. Et le fait de se faire accompagner sur ces sujets, c'est extrêmement important pour passer à côté. Ça permet de gagner beaucoup de temps et accessoirement un petit peu d'argent. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et on est assez fiers de nous d'être dans le timing du quart d'heure de questions-réponses. Si vous avez besoin d'aller plus loin, Nathalie l'a dit en introduction, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts comme Sarah, qui sera un plaisir de vous faire un audit flash dans un quart d'heure, une demi-heure. Allez sur le site internet, vous verrez du contenu. Je crois que Nathalie, le replay du webinaire sera bientôt disponible. Absolument. Absolument. Alors moi, je vous remercie pour cette présentation à deux voix très pertinente qui nous a fait un beau tour d'horizon de ce dispositif qui est pas forcément aussi bien connu que peut l'être le CIR ou le C2I et qui pourtant s'inscrit en complément de ce dispositif fiscal en faveur de l'innovation. Alors moi, j'ai retenu 3 points qui sont particulièrement pertinents. Qui sont la combinaison d'une expertise scientifique et d'une expertise juridique et fiscale
avec le cabinet Letton Légal. Donc, il y a vraiment un spectre relativement large au niveau de l'expertise que vous pouvez proposer à vos clients. Un autre point qui est notable au regard de l'actualité et notamment des problématiques RH qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des entreprises, le fait d'externaliser la charge de travail de la mise en œuvre de ce dispositif est un réel avantage. Et puis, troisième point, et qui est très important, c'est la sécurisation du dossier pendant sa mise en œuvre, mais aussi l'après, parce que une fois que c'est fini, c'est pas forcément toujours fini. Et en cas de contrôle, savoir qu'on peut compter sur l'accompagnement d'un cabinet expert, c'est relativement pertinent. Voilà, donc merci pour cette présentation. Comme vous l'avez rappelé, en qualité de partenaire Minalogic, les adhérents du pôle bénéficient de rendez-vous avec les experts du cabinet Letton pour un audit flash, de manière à, au regard de leur activité, pouvoir leur proposer un panel d'accompagnement ou de dispositifs fiscaux en faveur de l'innovation qui pourraient leur convenir. Merci encore à vous deux.